Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a deux choses qui me passionnent. Internet, vous êtes au courant, et la musique, vous commencez à le savoir. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'on va combiner les deux choses que j'aime le plus pour vous parler de ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Normalement, si vous traînez trop sur Internet, oui. Elle, c'est la Lo-Fi Girl, un petit personnage mondialement connu et maintenant culte sur Internet. C'est la 3e chaîne YouTube française avec plus de 15 millions d'abonnés. On sait tout ce que c'est, on pense connaître de loin vite fait l'histoire, et pourtant vous allez voir qu'en réalité, on ne sait pas grand-chose. Qui est vraiment derrière tout ça ? Comment ça a commencé ? Combien sont-ils derrière ce projet ? En gros, quelle est la véritable histoire de la Lo-Fi Girl ? Et aujourd'hui, je suis très content parce que pour cette vidéo et pour la première fois, le créateur de la Lo-Fi Girl a accepté de s'entretenir avec moi pour pouvoir vous raconter son histoire. Avant de rentrer dans l'histoire de la Lo-Fi Girl, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, NordVPN. Et oui, vous les connaissez et je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais pour les nouveaux ou pour les autres, c'est un service qui a pour mission d'améliorer ton expérience et ta sécurité sur Internet. La base d'un VPN, c'est tout simplement de chiffrer tes données. Ta position, ton IP, tes données de navigation, tout est chiffré pour renforcer ta confidentialité sur Internet. Exemple concret, imagine tu n'es pas en France et tu veux accéder à des contenus disponibles que sur le territoire français, et bien avec un VPN, tu changes d'emplacement virtuellement et tu as accès au catalogue que tu cherches. A l'inverse, si tu es en France et que tu veux explorer le catalogue d'une plateforme à l'étranger, parce que tu as l'impression d'avoir fait le tour du site, eh bien ça marche également. Avec NordVPN, tu peux te connecter jusqu'à 10 appareils en simultané avec un seul compte. Il y a une protection anti-menace, elle bloque les sites malveillants, elle bloque les publicités intrusives qui popent de partout, elle protège des trackers web qui récoltent un peu vos datas. Donc pour ceux qui sont méfiants ou méfiantes et qui veulent pas de publicité ciblée, ça sert aussi à ça. Et vu que l'outil évolue, il y a aussi des nouveautés. Parmi les nouveautés, il y a maintenant aussi ce qu'ils appellent la surveillance dark web. En gros, c'est un outil qui analyse le web plus profond pour vous avertir si vos identifiants sont exposés. Tu peux faire surveiller jusqu'à 5 adresses email, et vu la période de fuite de données dans laquelle on est, c'est bien d'avoir mis ça en place. Ils ont aussi une politique no log, c'est-à-dire qu'aucun registre d'activité des utilisateurs de NordVPN sont conservés. Et merci pour ça. Si je vous en parle, c'est parce que j'ai une offre exceptionnelle pour vous. Vous aurez 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans avec le petit lien qui est en description, et c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours, donc n'hésitez pas. Attention, l'offre est uniquement valable avec le lien qui est dans la description. Merci à tous, merci à eux de me soutenir, et je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Place au premier chapitre. Avant de commencer, il faut savoir qu'on ne sait pas grand-chose de la Lo-Fi Girl à la base, parce que c'est aussi une volonté. Le créateur, qui s'appelle Dim, souhaite avant tout préserver son anonymat le plus possible, et donc c'est pour ça qu'il n'apparaîtra pas dans cette vidéo. Mais vous allez voir, c'est assez nouveau, et j'en suis content, il a accepté de nous accorder un petit entretien pour nous raconter au mieux l'histoire de ce phénomène, et sa propre histoire aussi. Et ça nous régale. Allons-y, on remonte dans le temps. Nous sommes une génération qui avons certes grandi avec Internet, mais surtout il y a eu quelque chose d'important socialement pour beaucoup de monde dans nos vies. Je veux parler des jeux vidéo en ligne. Et parmi tous les types de jeux existants, il y a un genre qui s'est démarqué par son nombre impressionnant de joueurs, les MMO. Et comme des millions de personnes, on a passé des heures et des heures sur ces jeux, à se faire des amis et à traîner virtuellement avec des gens. C'est d'ailleurs presque la première fois pour beaucoup d'entre nous qu'on a réussi à créer du lien avec des inconnus grâce à un seul truc à la base, une passion commune. Et il y en a eu pour tout le monde, et j'imagine que chacun d'entre vous se retrouvera dans son jeu d'enfance. À titre personnel, Dofus a fait beaucoup partie de ma vie. Mais l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui a commencé sur celui-ci, World of Warcraft. J'ai commencé à jouer à WoW quand je suis arrivé au collège, on venait de déménager dans le sud de Paris. J'ai directement accroché parce que c'était le premier jeu massivement multijoueur auquel j'ai joué. Et j'avais déjà un background un peu geek du passé, j'ai toujours kiffé les jeux vidéo depuis tout petit. Et là, le fait d'être en ligne avec plein de joueurs et tout, c'était vraiment une expérience incroyable. Et en plus, il y avait mon frère qui jouait et mes potes du collège, donc c'était vraiment un jeu auquel j'ai accroché direct. Et je suis devenu un peu accro à partir de cette période jusqu'à après le lycée même. Voilà, c'est ça dont je vous parlais. De temps en temps, Dim va venir compléter ce que je suis en train de vous raconter. Mais là, du coup, vous vous dites, quel est le rapport avec la musique ? Ne vous inquiétez pas, j'y viens. Au-delà d'être un joueur de WoW, Dim est surtout le cadet d'une fratrie. Et c'est précisément ce lien entre les 3 frères qui va changer la trajectoire de Dim. J'ai découvert, grâce à mon frère, une musique de Skrillex
C'était de la dubstep. Et du coup, j'ai commencé à chercher d'autres vidéos de dubstep. Et je suis tombé en fait sur des chaînes de promotion de musique. C'est comme ça que j'ai découvert ça. À l'époque, il y en avait plusieurs des grosses, comme Majestic Casual par exemple, Mr. Suicide Ship, UKF, The Sound Unit et plein d'autres. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait des nouvelles musiques, je les découvrais grâce à eux sans avoir besoin de les chercher. Et donc voilà où on en est. Dim, il aime jouer à son jeu avec les musiques qu'il trouve, mais elles sont un petit peu dispersées partout. Et quand tu joues à un jeu, t'as pas envie de changer de fenêtre toutes les 5 minutes, donc il a fallu régler ce souci. Pour ça, il a tout simplement créé ses propres playlists. Évidemment, le système de playlists existait déjà à l'époque, comme sur Spotify par exemple, mais au début des années 2010, là où tout se passait, c'était sur YouTube. À cette époque, il n'y avait pas encore les lectures automatiques sur la plateforme, et la musique que Dim aimait vraiment, c'était le hip-hop instrumental. Autrement dit, un truc très niche, et c'était tellement niche que du coup, il devait faire ses playlists lui-même. Alors, Dim n'était pas du tout le premier à faire ça. Il y avait déjà des chaînes qui publiaient ce genre de musique sous forme de compilation, Chill Hop Music, qui comptait 30 000 abonnés à l'époque, ou encore Holy Chill, qui était la chaîne la plus populaire avec 50 000 abonnés, mais aucune d'entre elles ne proposait de contenu en format long. C'était que les petites musiques une à une, et il n'y a pas la lecture automatique, je vous rappelle. Et en plus de ça, toutes les musiques sur ces chaînes ne correspondaient pas forcément au goût de Dim. Et c'est ce point de départ qui lui a donné envie de créer sa chaîne YouTube. Avec cette idée de faire des playlists, Dim a trouvé un outil un peu pratique pour partager la musique qu'il écoute à ses potes lorsqu'il joue à World of Warcraft. Et c'est ainsi qu'est née la chaîne Childco. Mais avant de décortiquer tout ça et comprendre comment cette chaîne est devenue un phénomène d'internet, penchons-nous 2 minutes sur le genre de musique que Dim apprécie au point de vouloir en faire une chaîne YouTube, c'est-à-dire le hip-hop instrumental. Pour faire un petit point histoire, la lo-fi apparaît dans les années 50, mais c'est pas encore un style musical à part entière. Ça caractérise juste une façon d'enregistrer de la musique, souvent jouée en live, à l'arrache comme dans des garages par exemple, ce qui donne une qualité pas ouf, d'où le terme lo-fi qui signifie low fidelity, en gros une qualité faible avec peu de fréquence. Mais cette qualité de merde, elle était pas si dégueulasse que ça à l'époque, c'était même la norme. A l'inverse, plus rare mais ça existait déjà, la référence hi-fi, pour high fidelity, comportait plus de fréquences d'enregistrement et donc donnait l'impression d'un son de meilleure qualité. Avec le temps, le hi-fi est devenu une référence plus commerciale qu'autre chose. It's things like this that have made Pioneer number one among people who care about music. And isn't that why you buy high fidelity components? Et aujourd'hui, ça veut juste plus rien dire tant c'est devenu à son tour une norme. Le lo-fi est quant à lui devenu un style de production propre aujourd'hui avec une certaine façon de mixer et d'enregistrer en imitant une époque, d'où l'aspect nostalgique qui peut se dégager de ce genre de musique. Les artistes issus du milieu hip-hop, qui étaient inspirés par ces sonorités, en ont fait leur signature tout en la rendant populaire dans les années 90-2000, comme J Dilla, Nujabes ou encore MF Doom, et ça explique pourquoi le terme lo-fi est plus rattaché au hip-hop instrumental qu'à n'importe quel autre style de musique, et si vous êtes curieux, je vous invite à aller découvrir ces artistes. Et tout le délire d'utiliser des vieux samples en les rendant crades, en foutant des grésillements de vinyle, etc., c'est exactement ce qui va définir le genre lo-fi. Ça paraît plus authentique, plus underground que les autres styles de musique qui étaient populaires à cette période. Et pour Dim, ce genre de musique était parfaitement adapté pour faire autre chose en même temps. Il avait besoin d'un son qui l'accompagnait en fond pendant qu'il farmait ses mobs avec sa guilde. C'est en répondant à ce besoin-là qu'il lance officiellement la chaîne Childco en mars 2015 avec sa première compilation d'1 heure, Child Instrumental Hip Hop et Jazz Hop Mix. Alors certes, Dim a d'abord fait ça pour lui, mais il va évidemment vouloir faire découvrir ses musiques et partager cette compilation dans un premier temps à ses frères, à ses teammates, et ça va plaire à tout le monde. Et franchement, on peut voir ça comme son premier succès. Alors, on en a déjà parlé, mais des chaînes qui diffusaient de la musique, il en existait déjà, tu vois. Donc la question c'est, comment Dim a-t-il réussi à sortir du lot ? J'ai eu un gros coup de chance, c'est que une des plus grosses chaînes dans ce style de musique, qui s'appelait Holy Chill, a eu un problème de copyright pour les visuels qu'ils utilisaient, c'était des photos. Et en fait, il y avait plusieurs grosses musiques sur cette chaîne que j'utilisais dans ma compilation. Et cette chaîne a été supprimée. Et du coup, les gens qui cherchaient ces musiques tombaient sur ma compilation directement. Et c'est ça ce qui a vraiment propulsé la première compilation et lancé les débuts de la chaîne. En fait, au tout début, j'avais fait du bouche à oreille du coup pour parler de la chaîne à mes proches et à ma famille en leur demandant d'écouter de la compilation et de s'abonner. Et en parallèle à ça, j'avais fait des commentaires sur les vidéos des musiques que j'utilisais dans ma compilation. Et les gars, je viens de faire un mix de plusieurs musiques dans la même ambiance chill si ça vous intéresse.
À titre personnel, ça me touche parce qu'on a tous déjà vu des commentaires sous des vidéos YouTube de gens qui disent « Moi aussi je fais ça, passe voir ma chaîne si ça t'intéresse ». Je vois exactement le genre de commentaires que c'était et je vois exactement dans quelle époque c'était et ça me parle à mort. Bref, il fallait bien commencer quelque part et mine de rien, toutes ces stratégies a rapidement commencé à porter ses fruits. En quelques mois, sa compilation commence à cumuler des milliers de vues. Et on pourrait croire que c'est magique, mais la vraie chance qu'il a eue, c'est de faire ça au moment où YouTube commence à mettre en avant les vidéos un peu plus longues. Et rapidement, la première compilation de Dim se répand un petit peu partout sur Internet. À la fin de l'année 2015, donc en même pas un an, la chaîne Childco atteint les 10 000 abonnés, ce qui est loin d'être ridicule à cette époque, surtout pour une chaîne qui diffuse, je vous le rappelle, de la musique pas du tout mainstream. Ça va forcément motiver Dim, et de fil en aiguille, il va sortir 5 autres compilations dans les mois qui suivent et atteindre les 80 000 abonnés en près d'un an. À peu près 2 ans après le lancement de la chaîne, je commençais à voir qu'il y a eu 2 changements majeurs par rapport au style de musique dont je faisais la promotion. Le premier changement, c'était que le nom du style de musique, il avait changé naturellement en fait de chill instrumental à lo-fi hip-hop. Et YouTube mettait en avant les musiques vraiment lo-fi hip-hop avec ce titre, ça intriguait les gens je pense. Et le deuxième changement, c'est que YouTube mettait aussi en avant plus les photographies, mais vraiment des visuels de dessins animés japonais, typiquement Studio Ghibli. Et j'ai fait une combinaison des deux, j'ai publié mon premier mix lo-fi hip-hop du coup en utilisant un visuel de Studio Ghibli. Dim, de son côté, il va suivre le mouvement. Et pour illustrer sa prochaine compilation, il va choisir l'image de l'animé Si tu tends l'oreille du studio Ghibli. Peut-être que ce film l'a marqué, peut-être qu'il a un sens profond pour lui, du coup, je lui ai demandé. Il n'y a pas vraiment de sens profond. J'adore les films du studio Ghibli, mais pour le coup, celui-là, je l'avais pas vu. C'était Whisper of the Heart et j'avais juste cherché sur Google fille qui étudie studio Ghibli et je suis tombé sur cette image que je trouvais parfaite parce que, en fait, les gens pouvaient vraiment s'identifier au personnage qui étudie, quoi. Voilà, quoi. Des fois, faut pas chercher une histoire là où il y en a pas. C'est dingue qu'il n'ait même pas vu le film. Je trouve ça fou. Bref, il fait cette nouvelle compilation, avec une nouvelle image, etc. Et à ce même moment, YouTube va lancer une nouvelle fonctionnalité qui va changer beaucoup de choses pour lui. Les lives. Je pense que vous commencez à comprendre le bonhomme. Dim, c'est un mec qui a tendance à explorer un peu les nouveautés. Et donc forcément, il y a un truc nouveau qui sort, il a un nouveau visuel pour ses compiles. Pourquoi ne pas essayer de faire un live? Et là, l'idée, c'est un petit peu la même chose qu'une radio. À la différence que sur les lives, n'importe qui peut envoyer un message dans un chat juste à côté. Et en soi, pourquoi pas, et c'est plutôt inédit pour l'époque. Et puis les chats, autant vous dire que Dim sait très bien ce que c'est. Hello world. En 2017, il se met à diffuser son premier live qui va rapidement devenir culte sur internet. Lo-Fi Hip Hop Radio Beats to Relax Studio 2. C'était une super idée. Pourquoi c'était une bonne idée? En l'espace de 6 mois, la chaîne de Chalco passe de 100 000 à 1 million d'abonnés. C'est, je pense, en tout cas à cette époque, une progression qu'on n'avait jamais vue auparavant sur YouTube. C'est un truc de fou, pour rappel, pour une chaîne sans visage, sans voix, avec juste de la musique niche. Et donc, la chaîne explose, super idée le live, etc. Et pendant ce temps-là, Dim, qu'est-ce qu'il fout de sa life? Il fait ses études, il est en Irlande. Et même s'il est investi dans cette chaîne et que c'est son petit truc, à aucun moment donné, il s'était imaginé que le projet fonctionne autant, à tel point que ça allait changer sa vie prochainement. Au moment où j'ai lancé la radio pour la première fois, j'étais en Irlande pour un voyage universitaire et je m'attendais vraiment pas à que ça fonctionne aussi bien. Je me rappelle que j'avais attendu d'aller là-bas parce qu'il y avait la fibre optique. J'avais pas ça chez moi dans ma campagne et c'est la première fois quand je l'ai lancé, j'ai réalisé que je pouvais potentiellement faire de la chaîne YouTube mon métier et c'est un gros moment pour moi. Je me rappelle, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer. J'avais envie d'arrêter les cours aussi, mais bon, la situation était assez incertaine donc j'ai préféré sécuriser le truc et continuer quand même en parallèle. Et du coup, petite anecdote, quand j'étais en Irlande, je me rappelle, j'avais le live sur mon PC. J'avais pas de serveur à l'époque pour gérer ça. Du coup, j'avais géré les sorties audio pour qu'on n'entende pas ce que je fais sur le PC pendant que j'ai le live derrière. Et une fois, j'étais sur WoW avec un pote.
et j'avais oublié de changer les sorties audio. Je me rappelle que mon pote, il parlait dans le jeu, je l'entendais pas, et après 10-15 secondes, je regarde le live sur la gauche et je vois que les gens ils commencent à dire « Ah mais il y a des Français ». J'augmente le son du live et j'entends sa voix sur le live, et pour le coup c'est la première fois et dernière que quelqu'un a été entendu, un vrai humain sur la radio. Donc si on comprend bien, tout se passe pour le mieux. Ces études se passent bien, ça fait 7 mois que le live cartonne. Pour se récompenser de tout ce qui se passe et toute cette réussite, et pour se faire plaisir, Dim va décider de prendre des vacances avec ses frères en Australie. Juste après l'Irlande, on est parti avec mes frères en Australie pour 1 mois de vacances, pour faire un road trip du sud au nord. C'était magnifique, et au moment où on était le plus au milieu de nulle part, c'était une plaine sans internet, sans rien autour, pas un humain, juste des kangourous par-ci par-là. Je reçois une notif d'un modérateur de Discord à l'époque. Je me doutais que ça allait être quelque chose de sérieux. Là, je vais sur le live et je vois problème de copyright strike de Studio Ghibli, etc. Et du coup, le live est coupé. Sur internet, on va pas se mentir, on a tous un peu pris l'habitude d'utiliser des images et des vidéos sans trop se poser de questions, parce que c'est accessible et que c'est génial. Et vous le voyez venir, mais quand Dim va utiliser un extrait du film Si tu tends l'oreille du studio Ghibli pour son live, le studio Ghibli, ils sont peut-être pas d'accord en fait. Ils ont fini par se rendre compte que l'une de leurs animations a été utilisée dans un live YouTube avec plusieurs milliers de viewers quotidiens, sans aucune autorisation. Et à cette époque-là, c'était peut-être encore moins bien compris ce qui se passe sur internet qu'aujourd'hui, donc le studio va réagir. Le studio va faire une réclamation. YouTube va alors constater qu'en effet, Chalco n'a évidemment pas le droit d'utiliser cette image et va être obligé de supprimer le live et de sanctionner la chaîne. Je crois que le moment le plus difficile, ça a été quand j'ai appelé mon père et je lui ai demandé d'essayer de relancer le live, la radio. Et en fait, il me disait qu'il pouvait pas. J'ai regardé après, et le fait de recevoir une strike de YouTube sur un live, ça t'empêche en fait de streamer pendant 3 mois. Et du coup, c'était fin en fait. Pour moi, ce moment, ça a été la fin du rêve, quoi. Mais vous savez quoi, quelque part, ce ban de 3 mois va lui laisser le temps pour trouver une vraie solution. Une fois de retour en France, la première chose que va faire Dim, c'est de contacter plusieurs écoles d'art en leur proposant un concept d'animation inspiré du studio Ghibli. Dim passe des mois à chercher la pépite qui ira parfaitement avec son concept qu'il a en tête. Et au bout d'un moment, il tombe sur les dessins de Juan Pablo Macado, simplement un étudiant de l'école Émile Coll à Lyon. Durant quelques semaines, Juan va se mettre au travail et tenter de donner vie aux idées de Dim, et le résultat, c'est celui qu'on connaît. Quelques semaines, j'ai reçu les premiers travaux des étudiants, et il y en a vraiment un qui est sorti du lot, c'est celui de Juan Pablo Macado qui m'a envoyé une version très avancée pour le coup de son visuel qui collait parfaitement à ce que j'avais en tête pour cette nouvelle radio. Suffisamment inspiré sans que ce soit trop proche de l'univers de Ghibli, avec pas mal de points distinctifs, donc c'était vraiment nickel pour moi. Et c'est ainsi qu'on retrouve le quartier de la Croix-Rousse, à Lyon, que l'on peut apercevoir à travers la fenêtre de la Lo-Fi Girl, comme une sorte de clin d'œil à la ville où Juan était en train de faire ses études. Alors, on va débunk un truc. Ça fait des années qu'Internet croit que derrière ce projet, ce sont des Lyonnais. Désolé, mais non. Le seul lien, c'était ce petit clin d'œil, mais Dim et ses frères ont grandi en région parisienne, et c'est tout. Voilà, fallait le rétablir. Désolé, les Lyonnais, au moins vous avez encore les tacos, si ce n'est pas aux Grenoblois, mais ça, je vous laisse gérer entre vous. Cette anecdote n'est pas la plus importante dans cette histoire vu que maintenant, Dim a trouvé l'illustration parfaite qui va rapidement devenir une icône de la culture internet. Et le seul truc qui n'a pas changé jusqu'à maintenant, c'est toujours ce nom de con. Child Co. La chaîne n'a pas encore changé de nom, pour l'instant ça reste la vache tranquille, mais ce personnage devient un élément central sur la chaîne. On le voit dans plusieurs lives, à commencer par le deuxième, lancé en 2018.
Un an plus tard, on est en 2019, Dim décroche son diplôme. Et vous savez ce qu'il va faire ? Il va décider de se consacrer 100% à sa chaîne YouTube. Mais il y a une nuance qui est quand même très importante, c'est qu'il commence pas cette aventure tout seul. Il décide de recruter son grand frère pour l'aider dans son projet. Un choix logique, vu qu'il a commencé avec lui. Ensemble, ils se mettent à bosser sur différentes choses pour faire grandir la chaîne et se professionnaliser davantage. Comme par exemple en encadrant leur propre production musicale, en lançant le label Lo-Fi Records. Avec ce label, ils peuvent faire tourner leur live en continu. Le tout en collaborant avec environ 500 artistes et parmi eux, une centaine arrivent aujourd'hui à en vivre uniquement grâce à cette chaîne. Ils leur proposent un partage des droits d'auteur à 50-50. Ce modèle économique, il est hyper rare pour de la musique instrumentale. Mais ils ont surtout fait le choix de mieux valoriser les artistes et la créativité de leurs artistes avec qui ils collaborent, et je trouve que c'est toujours important d'en parler. Et comme si ça ne suffisait pas, ce concept de playlist ou radio lo-fi va s'exporter aux 4 coins de la planète et se propager partout. Et c'est à ce moment précis qu'un événement que personne n'aurait pu prévoir va complètement changer la trajectoire de la chaîne. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse. Cet événement, qui a mis à mal pas mal de projets de presque tout le monde, va avoir l'effet inverse pour Chalco. En février 2020, la chaîne réunit en moyenne 40 000 personnes chaque jour sur les lives, ce qui est énorme pour l'époque et même encore pour aujourd'hui, rendez-vous compte. Donc forcément, avec un confinement, les gens sont obligés de rester chez eux, et pour s'occuper, tout le monde se tourne vers la radio, la télé, YouTube et j'en passe. Donc pour Chalco, c'est l'occasion de doubler, voire de tripler leur audience. Cette année va juste dépasser toutes leurs attentes, mais quelques jours avant que le confinement soit lancé, nous sommes donc en février 2020 et Chalco est à nouveau face à une galère. YouTube a tout simplement suspendu la chaîne. Et qui dit suspension dit interruption des lives, et c'est ce qui va mener à la publication de l'une des vidéos les plus longues de la plateforme, avec près de 20 800 heures, en gros une vidéo qui dure plus de 2 ans. Et enfin, quand je dis publication, c'est même pas vraiment le cas vu qu'actuellement la vidéo est toujours en cours de traitement depuis 2020. Et ça, c'est une anecdote qui est quand même vachement drôle. Mais quand cette suspension tombe, Dim et son frère ne sont pas les seuls à ne rien comprendre à ce qui est en train de se passer. Des milliers de personnes vont réagir sur les réseaux en mentionnant YouTube pour qu'ils trouvent une solution au plus vite. Après quelques heures de forcing, la chaîne réapparaît, les lives sont relancés et YouTube s'excuse pour cette erreur sans donner de réelle justification sur les raisons de cette suspension. Donc oui, même si c'est relou, tout est bien qui finit bien, le plus important dans cette anecdote, c'est que, avec cet incident, Dim va se rendre compte à quel point sa communauté est investie, mais pour de vrai. Cet événement, ça a vraiment été le moment où on a réalisé à quel point les gens étaient attachés à la chaîne, à ce personnage en fait. Ça compte beaucoup pour nous de voir ça. Les réactions étaient ultra positives, ça nous a encore plus motivés à avancer quoi. Au final, l'année 2020 a été plutôt calme pour Chalco puisqu'elle est passée de 4 à 7 millions d'abonnés, donc on est quasiment sur un x2. Petite progression, pas besoin d'en dire plus. Bravo les gars. Mais l'autre fait marquant, c'est que Dim et son frère ont transformé cette anomalie d'internet en un pan culturel et musical. De l'ancien Premier ministre anglais Boris Johnson en passant par Will Smith, ou genre la Maison Blanche avec Donald Trump en IA dégueulasse, il faut se rendre compte que le monde entier se prend une vague lo-fi, et ça c'est en partie grâce à cette année qui a été juste exceptionnelle pour Chalco. Et forcément, quand on regarde ça, on se rend compte qu'on n'a pas tous eu le même confinement. Vous n'êtes pas obligé de mettre des extraits à chaque fois que je parle d'un truc de moi, mais je capte, vous faites du montage. On arrive maintenant en 2021, et pour fêter les 6 ans de la chaîne, Dim et son frère prennent une décision essentielle pour développer leur projet, dire au revoir à Chalco et renommer la chaîne Lo-Fi Girl. Le changement de nom, ça a été vraiment une décision longue et difficile. Pour le coup, le nom Lo-Fi Girl est vraiment sorti de la part de la communauté en fait au fur et à mesure où on se rendait compte que les gens l'appelaient comme ça. Et on avait toujours cette vache Chiletco qui avait pas trop de rapport avec la chaîne. C'était très dur de faire une connexion entre Lo-Fi Girl et une vache en fait. Et vu l'ampleur qu'avait pris le personnage et le nom, on s'est dit que ce serait le truc le plus logique de changer le nom et de vraiment all-in sur ce personnage quoi.
À ce moment-là, bon, ça les dépasse totalement. Le projet Lo-Fi Girl évolue de jour en jour et ça devient essentiel de recruter des nouvelles personnes pour continuer dans cette lancée. Et tant mieux, parce que c'est exactement ce qu'il fallait pour tanker l'année 2022 qui s'annonce très ambitieuse. Après avoir créé un label pour encadrer la production des musiques, il est maintenant logique de vouloir encadrer les animations qui font partie de l'ADN de la chaîne. Du coup, ils lancent leur propre studio d'animation, Lo-Fi Studio. Grâce à ça, la chaîne step up davantage et peut se permettre de proposer plus de live, de changer quelques animations en glissant des easter eggs, de créer un lore, etc., etc. Tous ces changements vont attirer des marques et c'est à partir de ce moment-là que Dim prend la décision d'inclure son petit frère dans l'aventure. Son petit frère, qui était aussi présent lors du premier ban de la chaîne en Australie, devient maintenant en charge du pôle collaboration, ce qui permet à Lo-Fi Girl d'avoir des partenariats avec plein de marques qui ont un lien avec leur ADN, que ce soit Ubisoft, Sega, Lego, Rocket League ou je ne sais quoi. Tout est maintenant envisageable et ça promet de donner naissance à plein de projets différents à l'avenir. À côté de ça, l'ascension ne s'est jamais arrêtée. La chaîne YouTube atteint la barre des 10 millions d'abonnés cette même année en seulement 7 ans, c'est une dinguerie. Dites-vous qu'il y a des créateurs de contenu qui sont là depuis plus de 12 ans et qui stagnent à 5 millions d'abonnés. Abonnez-vous, merde. Je le fais pas beaucoup, je le dis pas trop en vidéo. Abonnez-vous. Pensez-y. Clac, cling. Ce qui nous intéresse surtout, c'est que pour Lo-Fi Girl, tout se passe au mieux à cette période. Il y a toujours des dizaines de milliers de personnes sur chacun de leurs lives, et dans le chat, ça parle toutes les langues possibles. Anglais, hindi, russe ou même japonais. Lo-Fi Girl rassemble une communauté internationale avec une moyenne d'âge comprise entre 18 et 30 ans. Et quand on y réfléchit, c'est assez logique. Le principe même de Lo-Fi Girl, c'est de diffuser de la musique qui ne te prend pas la tête et qui peut facilement être écoutée en fond pendant qu'on pratique une autre activité. Ce qui correspond parfaitement aux besoins des étudiants qui souvent se situent dans cette catégorie d'âge. Comme je disais au début, je viens du gaming à la base et en général, que ce soit le gaming ou sur internet, il y a souvent des messages toxiques, etc., des trucs un peu négatifs. Nous, de notre côté, j'ai jamais vu une communauté aussi bienveillante en fait. Ils s'aident pour leurs devoirs, pour s'ils ont des questions, etc. S'ils se sentent mal, ils le disent et il y a des messages de soutien, etc. Il y a vraiment de l'entraide entre les personnes de la communauté et on reçoit souvent des messages ultra sympas d'étudiants ou d'anciens étudiants qui nous disent que grâce à la chaîne, grâce à la girl, ils ont pu avoir leur diplôme et ça nous touche vraiment beaucoup de voir ça et du coup ça fait beaucoup de sens pour nous et du coup de payer des années d'études pour 10 étudiants. L'idée d'avoir fait ça est super cool et ça fait même plaisir de le savoir, même s'il m'a avoué que ce programme a été un peu une galère à mettre en place, ce n'est pas la seule galère qu'ils vont connaître cette année. Peut-être que j'abuse de l'effet du message. Alors, c'est incroyable d'avoir une portée à l'international, mais ça implique aussi quelques galères. En juillet 2022, YouTube interrompt à nouveau les lives de Lo-Fi Girl en raison d'une possible violation des droits d'auteur appartenant à un label malaisien. Sauf que, pas du tout. Dim a rapidement prouvé que l'utilisation des musiques était clean et qu'elle provenait de leur propre structure. Le problème a été réglé en quelques minutes, et le label en question qui réclamait ça, s'est instant fait ban par YouTube pour réclamation abusive. Les lives de Lo-Fi Girl ont repris dans la foulée. Je trouve quand même que c'est marrant d'en parler parce que c'est des situations similaires, mais au fur et à mesure du temps, ça va que en leur faveur. Aujourd'hui, Lo-Fi Girl est juste big, et cette chaîne est même devenue essentielle pour YouTube. Vous pouvez même tenter l'expérience chez vous. Si vous créez un nouveau compte Google et que vous lancez YouTube pour la première fois, il y a énormément de chances que la page d'accueil te propose un live de Lo-Fi Girl. Et en vrai, ça a l'air de rien, dit comme ça, mais ça en dit long sur l'importance que cette chaîne a pour la plateforme. Pourtant, aujourd'hui, la chaîne YouTube de Lo-Fi Girl, c'est surtout une vitrine. Parce que la grande majorité de leurs revenus, elle est basée sur le streaming, via les playlists Spotify, Apple, Deezer, mais elle reste hyper importante car elle sert essentiellement de point d'entrée à leur univers. Sans cette chaîne, cet impact culturel aurait été différent, et si on cherche bien, Lo-Fi Girl est vraiment partout sur internet. Il y a même des géants comme Blizzard, la société à l'origine de World of Warcraft, qui a elle aussi lancé une compilation Lo-Fi très similaire à celle de Lo-Fi Girl. On peut dire quelque part que la boucle est bouclée et ça rend l'histoire encore plus cool, mais ce n'est pas pour autant que Dim et son équipe vont arrêter de faire évoluer leur projet. Lo-Fi Girl, ça s'est beaucoup plus développé que ce que j'avais en tête au départ. En fait, au fur et à mesure, on a eu des idées et on a une équipe de plus de 30 personnes maintenant derrière le projet, tous passionnés, qui nous aident à faire en sorte que ces projets se réalisent.
Le dernier projet en date, c'est le Lo-Fi Café. L'idée, c'est de rassembler un peu tout ce qu'on a créé depuis le début, que ce soit les visuels, la musique, l'environnement cosy, dans un lieu physique qui sera au centre de Paris. C'est vraiment un projet qui nous tient à cœur et on l'a en tête depuis longtemps et ça fait plaisir d'enfin le concrétiser, parce que c'est la première fois qu'on va vraiment avoir un lieu physique et qu'on sera pas sur du 100% digital, donc pouvoir voir les gens dans la vraie vie, etc. Actuellement, Lo-Fi Girl propose pas moins de 20 lives différents sur la chaîne YouTube et explore d'autres genres instrumentaux comme le jazz, le classique, l'ambiante, etc., etc. J'avais demandé l'info à Dim, mais le catalogue de leur musique correspond à plus de 7000 morceaux. Et je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi ce chiffre est monstrueux. C'est une folie. D'ailleurs, je le précise parce que je sais que c'était important pour lui de le préciser. Tout ça sans utiliser ni de musique, ni de visuel avec de l'IA générative. C'est important de le mentionner dans notre époque aujourd'hui. Et si eux en plus veulent le revendiquer, je me permets d'en parler ici aussi. Bravo les gars, c'est éthique, créatif et ça fait plaisir. Pas mal, non? C'est français. En gros, Dim, c'est juste un gars qui a eu une bonne idée au bon moment, et avec son équipe, ils ont réussi à transformer leurs chances et leurs opportunités en success story. Ensuite, le travail a fait tout le reste, et je crois qu'on peut vraiment être fier d'avoir ce genre d'exemple en France, d'autant plus quand on voit l'équipe qu'il a construite autour de ce projet, avec le recrutement de tous ses frères, ça en fait un projet familial, mais aussi de certains de ses anciens teammates de World of Warcraft. Et ça, pardon, mais je trouve l'anecdote trop bien. C'est-à-dire que les gens avec qui il a commencé, même dans le parasocial, avec des teammates, avec qui juste il farmait sur son jeu vidéo tranquillou, maintenant ils ont tous un espèce de projet commun et il a emmené le plus de gens possible dans cette aventure qu'il avait autour de lui, sur un truc successful en plus. C'est génial, c'est une mentalité que je valide à mort. À la base, c'était une chaîne créée par un geek pour les geeks. C'est ensuite devenu la radio d'un étudiant pour les étudiants. Et aujourd'hui, c'est un projet porté par une famille qui touche un peu plus de 15 millions de personnes réparties dans le monde entier. Et pour finir, j'aurais aimé remercier toutes les personnes qui travaillent avec nous, que ce soit notre équipe en interne ou les artistes musicaux et visuels avec lesquels on travaille du monde entier qui sont ultra talentueux. Et bien sûr l'audience qui nous suit, sans qui ce serait impossible de réaliser tous ces projets. Donc grand merci à vous. Cette petite histoire, qui reste très différente de celle qu'on traite d'habitude, montre aussi que le jeu vidéo peut donner naissance à une belle histoire de YouTube, à une belle histoire de l'internet français, et surtout une belle histoire de musique. Et moi, j'espère simplement une chose, c'est qu'elle vous a plu. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en entier. Merci à Dim, merci à ses frères ainsi qu'à Charles de nous avoir donné toute la matière pour écrire cette vidéo, de nous avoir offert l'exclusivité. C'est un honneur de pouvoir raconter quelque chose qui n'a jamais été raconté nulle part ailleurs. Je vous invite forcément à aller faire un tour sur la chaîne, il y a plein de petits easter eggs, il y a même tout un lore à creuser pour ceux que ça intéresse, parce que c'est bien que tout ça garde un petit peu une part de mystère aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci à NordVPN également pour le soutien inconditionnel. N'oubliez pas le petit lien en description. Sur ce, moi je vous dis merci, à bientôt sur Internet, et je vous fais des bisous.